Bien. Alors, bonjour et bienvenue à cette séance numéro 3. Alors, cette séance numéro 3 marque donc le début du chapitre numéro 2 consacré au processus sédimentaire. Alors, les deux précédentes séances ont été consacrées essentiellement à la présentation de la notion de relief, la notion de modelé, et une présentation, je dirais, très simple de la plupart des modelés d'érosion qui existent à la surface de la Terre. Alors, une petite introduction. Qu'est-ce que c'est que les processus sédimentaires? Eh bien, les processus sédimentaires, on peut les appeler aussi les étapes, ou on peut les qualifier aussi d'étapes qui aboutissent à la formation des roches sédimentaires. Je répète, les processus sédimentaires, c'est l'ensemble des étapes qui aboutissent à la formation des roches sédimentaires. Alors, quelques définitions, quelques généralités. Alors, les roches sédimentaires sont appelées également des roches exogènes. Alors, pourquoi exogènes? Parce qu'elles se forment à la surface du globe. D'accord? Vous avez exo pour la partie externe et gène pour la partie jeunesse, c'est la fabrication, la naissance des roches sédimentaires. Elle se fait dans la partie externe de la Terre, d'où le nom de roches exogènes. Alors, bien sûr, s'il y a des roches exogènes, ça veut dire qu'il y a des roches endogènes, c'est-à-dire des roches qui sont issues de la partie interne du globe. Eh ben, c'est essentiellement les roches magmatiques plutoniques et les roches magmatiques volcaniques. Alors, ça pour la définition des roches sédimentaires. Deuxième cas, ou deuxième caractéristique, c'est que les roches sédimentaires à la surface du globe constituent pratiquement les trois quarts des affleurements. 75% de la surface du globe, c'est des roches sédimentaires. Mais attention, au niveau du volume, leur volume global au niveau des roches qui constituent la lithosphère, les roches sédimentaires constituent à peine 5%. Donc, c'est des roches de surface, d'où le nom de roches exogènes. Elles sont très étendues en surface, les trois quarts, c'est des roches sédimentaires, mais au niveau du volume, c'est 5%, pas plus, qui correspondent aux roches sédimentaires. Et le plus important dans ces généralités, je pense, c'est cette partie-là. Les roches sédimentaires sont les roches les plus importantes économiquement. C'est-à-dire que là où il y a de la rentabilité, c'est dans les roches sédimentaires. C'est là où vous avez les gisements les plus rentables. Mais surtout, c'est des gisements qui sont, du point de vue rentabilité, ils sont rentables, mais surtout, ils sont d'une exploitation relativement simple, relativement facile. Alors, premier exemple de ce côté économiquement important. Nous avons ici une carrière de sable. C'est une carrière qui est développée sur une dune. C'est le cordon dunaire dans la région de Casablanca. Ces cordons dunaires sont des sables marins, bien sûr, et qui sont plus ou moins parallèles à la ligne du rivage, à la ligne de la côte, au moins dans la région de Casablanca, El Jadida, Esfi. Alors voilà l'une des roches les plus abondantes à la surface du globe, c'est les sables marins. Vous avez le deuxième type de roches sédimentaires très fréquent à la surface, c'est les carbonates, c'est les calcaires. Là, c'est des travertins. Là, c'est une carrière de travertins qui est exploitée sous forme de blocs. Ça veut dire donc c'est une exploitation dont le but de produire une pierre ornementale ou ce qu'on peut appeler une pierre marbrière. Ce n'est pas vraiment le marbre des calcaires métamorphiques, mais nous avons des roches sédimentaires qui sont utilisées justement comme des pierres marbrières ou des pierres ornementales. Là, c'est des travertins dans la région de Seyss, la région de Fès Meknès, la région de Sfro et la région de Volubilis. Alors, troisième type de roche. Donc, on a vu les sables, on a vu les carbonates et on a vu l'intérêt économique maintenant. Enfin, on va voir l'intérêt économique des argiles. Et bien là, vous avez une carrière d'argile dans la région de Casablanca. Alors, la première utilisation, enfin, l'une des premières utilisations
de cette roche, c'est bien sûr les briques de construction. D'ailleurs, leur couleur rouge laisse supposer quelle est leur origine. C'est des briques dont les matériaux sont issus justement de ce type de carrière. Alors, pour sortir des exemples marocains, nous avons un exemple international. C'est les falaises blanches, c'est les falaises très claires du sud de l'Angleterre. Alors, ces falaises blanches, bien connues dans la façade anglaise, si vous voulez, en face de l'Europe, eh ben, ces falaises blanchâtres, c'est de la craie. Et la craie, c'est également une roche sédimentaire. Alors, ces roches peuvent être, enfin, ont beaucoup d'utilisations. La première, celle qui a été découverte en premier, c'est la chaux. Après ça, on peut fabriquer du mastic, du mortier, de la peinture, de la poudre de séchage pour le sport. Et ces falaises-là portent le nom de falaises de Shakespeare. J'imagine que vous comprenez pourquoi elles portent un tel nom. Et puis, à l'échelle du génie civil, c'est les roches qui ont servi, si vous voulez, de support. C'est-à-dire que sous la Manche, vous savez qu'il y a un tunnel qui relie la France à l'Angleterre. Eh bien, ce tunnel a été creusé dans cette roche-là qui s'effondre et qui passe bien sûr sous l'eau, sous la Manche pour rejoindre la France. Voilà donc le côté, je dirais, économiquement très important des roches sédimentaires. Et il y en a d'autres, ça c'est simplement des exemples pour justifier justement cette affirmation. Alors pour comprendre les roches sédimentaires, il faut voir les processus sédimentaires comme un cycle. Alors ce cycle, il commence par la première étape ici, là où vous avez des reliefs, et déjà au niveau de la forme des reliefs, on peut dire que c'est des reliefs qui sont jeunes, vu le dénivelé, vu la pointe, vu l'altitude très élevée. Alors là, c'est la première étape d'un processus qu'on appelle le processus d'altération. Alors, le processus d'altération va libérer un certain nombre d'éléments, soit sous forme de roche, soit sous forme de solution, et ces éléments-là seront transportés soit par les pentes, soit par des cours d'eau. Alors, ce transport, bien sûr, peut se faire en plusieurs étapes. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, étape numéro 4, avant d'arriver vers le milieu marin, étape finale de pratiquement l'essentiel de ces produits d'altération. Mais ça ne veut pas dire qu'au cours de ce deuxième processus, qui est le transport, il n'y aurait pas des éléments qui vont rester dans la partie continent avant un certain temps, c'est-à-dire ils vont séjourner longtemps avant d'atteindre le milieu marin. Alors, après ça, lorsque tous ces éléments vont arriver dans le milieu marin, on va assister au processus numéro 3, c'est le processus de sédimentation. Alors, le processus de sédimentation, on peut voir ici une photo d'un fond sous-marin où on voit des galets, des blocs entourés de sable et de débris fins. Alors ça, c'est l'étape numéro 3 ou le processus numéro 3. Alors, le processus numéro 4, il est là, c'est la compaction, c'est ce qu'on appelle de la diagenèse. Alors, la diagenèse, c'est le passage entre le sédiment, encore meuble, vers la roche dure, la roche consolidée, la roche cimentée. Alors, vous voyez donc, vous avez une étape, 2, 3, 4 étapes. Mais j'ai utilisé le terme de cycle au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que quelque part, on doit retrouver cette étape-là. Et comme ça, le cycle peut reprendre, parce que jusque-là, c'est une étape qui commence ici et qui se termine là. Il faut donc revenir à la case départ. Alors, pour revenir à la case départ, j'ai besoin de la tectonique des plaques. J'ai besoin des connaissances acquises dans le module de géodynamique interne pour que ces roches sédimentaires puissent être déformées, replacées dans un relief pour qu'ils puissent subir un début de cycle, un nouveau cycle d'altération. Sachez que dans le toit du monde, c'est-à-dire le sommet le plus haut, c'est l'Everest, la roche que vous avez dans la pointe, c'est une roche sédimentaire, c'est un calcaire. Donc, elle vient de là. Donc, voilà
la notion de cycle, il faut donc une grande partie de ce cycle a lieu à la surface du globe, et pour que ce cycle soit continu, il faut des mouvements tectoniques pour que les reliefs puissent être régénérés. Alors, pour comprendre le cycle des roches sédimentaires, il faut le placer dans le cycle global des roches. Dans ce cycle, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que tout se transforme, rien pratiquement n'est créé, rien n'est perdu, c'est de la transformation. On transforme des roches de feu, les roches endogènes, qui arrivent en surface à l'état fondu, et ils vont cristalliser ou bien ils vont refroidir. Dans tous les cas, ils vont donner un produit qui va être attaqué par l'altération et qui va donner des débris qui vont donner des sédiments. Ces mêmes sédiments peuvent être consolidés dans la phase de diagenèse et donner des roches sédimentaires. Alors à partir de là, grâce à la tectonique des plaques, certains morceaux de roches sédimentaires peuvent être replacés dans le contexte de fusion et repartir vers les chambres magmatiques, ou bien ils peuvent être simplement déformés à très grande pression, très grande température, pour donner des roches métamorphiques. Les roches métamorphiques peuvent subir une érosion et revenir à l'état de sédiment. C'est pour ça que je dis, pour comprendre le cycle des roches sédimentaires, il faut le voir dans le schéma global. C'est le schéma des cycles des roches. Alors, on commence notre premier point. Notre premier processus, c'est le processus sédimentaire d'altération. Alors, il porte un autre nom, c'est ce qu'on appelle la météorisation des roches. Alors, la météorisation des roches signifie quoi? Eh bien, il signifie la destruction des roches par les agents météoriques. Je répète, la météorisation des roches, c'est la destruction des roches par les agents météoriques. Et on peut appeler la météorisation d'une roche, on peut l'appeler une altération superficielle. Alors, quels sont ces agents météoriques? Alors, il y en a deux essentiels, c'est l'eau et la température. Lorsque on parle eau et température à la surface du globe, ça veut dire donc qu'on parle du climat. Alors, ensuite, vous avez de la glace. Alors, de la glace, il y en a dans deux endroits, dans les fortes altitudes et dans les fortes latitudes. C'est là où vous avez de la glace, c'est-à-dire à des altitudes très hautes qui font plusieurs milliers de mètres, et les latitudes, c'est-à-dire dans les zones proches des pôles. Vous avez le vent. Le vent est un excellent agent météorique qui participe à l'altération des roches. Mais là, il faut le voir en tant que fluide, c'est-à-dire c'est un élément qui circule à la surface du globe et qui peut entraîner une altération superficielle des roches. Vous avez ensuite l'air. Alors, l'air, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est essentiellement les éléments chimiques. Vous avez l'oxygène et le gaz carbonique. Ce sont les deux éléments qui interviennent justement dans l'altération superficielle. Et ce sont donc ces éléments météoriques qui entraînent la destruction des roches à la surface du globe. Alors, le point numéro 3, l'altération ou la météorisation. Donc, à partir de maintenant, je vais utiliser surtout le terme altération. Il est quand même beaucoup plus simple à retenir. Alors, l'altération ou météorisation dépend également du climat. Lorsque j'avais parlé de l'eau et de la température, c'est un climat. Une zone où il y a beaucoup de température, très peu d'eau, c'est une zone désertique. Une zone où il y a beaucoup d'eau et beaucoup de température, c'est une zone, je dirais, tropicale ou équatoriale. Et puis, vous avez l'altération dépend également, en plus bien sûr du climat, elle dépend de la nature de la roche. Alors là, c'est très clair. Si vous altérez un granit, vous altérez une roche sédimentaire, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Vous allez avoir des altérations qui seront différentes. Troisième paramètre qui intervient justement dans cette affaire-là, c'est la fracturation. Alors, une roche qui est saine et une roche qui est fracturée, leur altération ne se fera pas de la même façon. La roche fracturée va répondre d'une manière complètement différente par rapport à une roche saine. Et puis, il y a le degré d'hydrolyse. Alors là, c'est un élément très important. Alors, l'hydrolyse des minéraux est
et la solubilité des ions qui les constituent. Donc, si vous avez des minéraux qui sont sensibles à l'hydrolyse, vous allez avoir une altération qui est très forte. Si vous avez des minéraux qui sont peu sensibles à l'hydrolyse, l'altération sera modérée, pour ne pas dire elle sera faible à absente. Le point numéro 4, l'altération affecte toutes les roches. Elle ne fait aucune exception, que ce soit une ancienne roche sédimentaire, une roche magmatique ou une roche métamorphique. Les trois sont susceptibles d'être altérés. Le résultat final de cette altération, qu'est-ce que c'est? Alors, je les mets en rouge, comme ça les choses sont claires dès le départ. Les résultats de l'altération sont de deux types. Alors, il y a les débris rocheux et les ions en solution. Je répète, il y a donc des débris rocheux, il y a des ions en solution. Alors, si le cycle démarre, c'est-à-dire après l'altération, il va y avoir donc une érosion et un transport. Ce n'est pas la peine qu'on pense au point numéro 3. Le point numéro 3 n'existe que lorsque l'érosion et le transport sont faibles ou absents. C'est-à-dire qu'il y aura accumulation des débris rocheux et cette accumulation va engendrer la naissance des sols. Voilà donc les 5 caractéristiques d'une altération, d'une météorisation, et qui est due essentiellement à la nature du climat, la nature de la roche, l'état de cette roche et la sensibilité à l'hydrolyse, en sachant que toutes les roches sont susceptibles d'être altérées. Alors, les processus de météorisation des roches, il y en a 3. Je répète, il y a 3 processus différents. Il y a le processus physique, le processus chimique et les processus biologiques. Alors, on va commencer par les premiers, c'est-à-dire les processus physiques. Alors, les processus physiques portent également le nom de processus mécaniques. Alors, retenez le terme qui vous arrange et on n'en parle plus. Alors, vous retenez soit processus physique, soit processus mécanique. Quelle est la conséquence majeure? C'est la désagrégation. C'est désagréger une roche. Une roche est formée par un gros bloc. La désagréger, c'est la rendre en petits morceaux, la rendre en petits blocs, bien sûr de façon mécanique. Je répète, les processus physiques entraînent la désagrégation mécanique de la roche et le résultat, qu'est-ce que c'est? C'est des débris de taille différente. Donc au départ, vous avez un gros morceau attaqué par un processus physique, il va se fragmenter pour rendre cette roche-là sous forme de débris de taille beaucoup plus modeste, beaucoup plus petit. Alors, ces phénomènes physiques, je dirais, d'altération. Alors, le premier, il est bien de chez nous. C'est ce qu'on appelle la thermoclastie. La thermoclastie, qu'est-ce que c'est? C'est un processus physique d'altération. Alors, il est dû à quoi? Il est dû essentiellement à des variations de température entre le jour et la nuit. Alors, ces variations de température entre le jour et la nuit existent essentiellement dans les déserts et nous avons notre part. C'est les régions à forte amplitude thermique. Je tiens simplement à vous faire la remarque suivante, c'est que la thermoclastie, la définition justement est dans le nom. Vous avez thermo, c'est pour température, et claste, c'est pour les débris. Vous avez donc la naissance de débris grâce à l'action de la température. Comment cette action a lieu? C'est grâce à l'amplitude thermique entre le jour et la nuit dans les milieux désertiques. Alors, dans ces milieux désertiques, voilà, vous avez donc votre thermoclastie, vous avez des reliefs désertiques. Alors, dans ces reliefs-là, le jour, vous risquez d'atteindre 40-50 degrés, et le soir, là au fond, vous risquez de vous retrouver avec des températures de 2 à 5 degrés. L'essentiel, c'est des températures qui vont rester au-dessus de 0. C'est-à-dire que c'est des températures qui ne chutent pas en dessous de 0. Et là, de toutes les façons, l'écart de température est tellement grand que cet écart-là sera à l'origine de dilatation de la roche. Et cette dilatation de la roche et son rétrécissement entraînent sa fracturation. Alors là, j'ai fait un petit montage, ça provient du sud du Maroc, c'est dans la région de Taznart. Alors, vous voyez un peu le paysage, c'est un paysage de débris de roches. Alors là aussi, c'est la même chose. Vous avez des affleurements de roches
de gros blocs. Vous l'avez ici, vous l'avez là, et là, vous les avez en premier plan. Et puis là, le long de la piste, vous avez justement des blocs de moindre dimension, enfin de dimension plus modeste. Et ça veut dire quoi? Ben, c'est lié justement parce que là, comme on est dans une région désertique, les écarts de température sont tellement importants qu'ils entraînent une dilatation de la roche. Et c'est ce qui donne cet aspect-là, final, c'est l'aspect de cailloux, de cailloutis, qui occupe les grandes surfaces subhorizontales. Alors, méfiez-vous de l'eau que vous avez là, c'est simplement pour la beauté du paysage. C'est une retenue de barrage qui n'a rien à voir avec le milieu désertique de la région et qui n'a rien à voir, bien sûr, avec ce que nous sommes en train de faire, c'est les processus physiques d'altération. Alors, le processus physique numéro 2. En fait, là, je vais parler de deux noms, même s'ils ont plus ou moins la même origine. Alors, ce processus physique, c'est ce qu'on appelle de la décompression et ce qu'on appelle aussi l'exfoliation. Alors, les deux sont liés ou affectent des roches qui ont séjourné à très grande profondeur. Alors, une roche qui était à plusieurs kilomètres en profondeur, grâce à l'érosion, elle va remonter vers la surface. Elle ne va plus subir la pression qu'elle subissait avant et elle va commencer donc à se relâcher. Donc, en se relâchant, elle se casse, elle s'effrite. Et vous voyez le débit que vous avez là. C'est une roche qui se casse selon des plans et ça donne des petits morceaux en baguette. Et là, vos camarades sont en train justement de regarder lors d'une sortie de géologie. Vous avez le même affleurement à ce niveau-là, mais avec, je dirais, une roche un peu plus importante du point de vue niveau gréseux, niveau dur. Et là, c'est les niveaux un peu tendres, c'est essentiellement des schistes. Donc, vous avez de la décompression. La décompression, vous avez une formation justement de dôme à la surface, et cette formation de dôme entraîne la fracturation de la roche. Alors, vous avez l'exfoliation. L'exfoliation concerne aussi les roches magmatiques, qu'elles soient plutoniques ou de surface. Alors, là, c'est un problème justement de cristallisation. Alors, parler d'exfoliation, c'est essentiellement parler de roches qui n'ont aucune structure interne. Parce que s'il y avait une structure interne, elle sera suivie par, justement, elle sera un guide de l'altération. Là, il n'y a pas de structure interne, donc l'altération attaque depuis la périphérie et essaie d'atteindre la partie centrale. Alors, c'est des roches qui n'ont pas de schistosité et surtout qui n'ont pas de joint de stratification. Remontons pour voir ce qu'on appelle un joint de stratification. Vous l'avez là, c'est un plan. Donc, c'est un plan qui sera utilisé lors de la décompression de la roche et qui va se mettre donc à se casser, à se débiter naturellement en petits morceaux. Là, par contre, ces plans n'existent pas. Vous avez votre nodule de basalte qui est donc attaqué depuis la périphérie vers la partie médiane. Alors, c'est ce qu'on appelle la desquamation, c'est-à-dire c'est des couches externes qui se détériorent. On a l'impression que chaque couche qui est altérée va disparaître et on va atteindre la couche qui va venir après. Et c'est ce qu'on appelle une structure en pelure d'oignon. Les oignons sont bien connus, sont connus pour avoir une pellicule externe sèche et une partie interne qui est encore assez épaisse, et surtout assez riche en eau. Donc, le degré d'altération est de plus en plus important lorsqu'on est sur la périphérie et ce degré d'altération, bien sûr, progresse vers la partie centrale, justement, du bloc de basalte. Alors, le troisième processus physique d'altération, c'est ce qu'on appelle la cryoclastie. Et là, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'action du gel et du dégel. Alors, bien sûr, il y a d'autres noms, la gélifraction, la gélivation, la cryoclastie, c'est pratiquement la même chose. Vous pouvez garder le terme gel et dégel ou terme cryoclastie si ça vous arrange. Alors, qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce processus-là? Eh bien, il y a le terme gel. Ça veut dire donc que vous avez des températures qui sont en dessous de zéro et surtout, vous avez de l'eau. Alors, si vous avez de l'eau et vous avez une température en dessous de zéro, cette eau va geler. Et en gelant, elle va se transformer en glace, elle va gagner à peu près 10% de volume.
Alors, regardez bien, vous avez une fracture là-dedans, vous avez de l'eau qui a gelé. Donc, cette eau en gelant, elle va augmenter ce volume de moins 10%. C'est ce qui va exagérer, c'est ce qui va accentuer cette fracturation-là. Et puis, lorsque l'eau va fondre au cours du dégel, eh ben, on va se retrouver avec une grosse fracture la voile. S'il ne se passe rien, ben, on attendra le prochain cycle, il y aura de l'eau là-dedans qui va geler et qui va augmenter encore cette fracture de 10%, jusqu'au moment où ce bloc va se détacher de cette partie-là et l'action de gel et du dégel aura donc entraîné la désagrégation de ces blocs de roche. C'est donc un processus physique d'altération. Là, vous avez des fractures sur, je dirais, une surface d'un basalte. Là, c'est vraiment les fractures du gel et du dégel. On voit tout de suite qu'ils ont été agrandis, élargis grâce à cette augmentation du volume d'eau lorsqu'il passe en dessous de 0 degré. Alors, le mécanisme numéro 4, c'est ce qu'on appelle de l'hydroclastie. Là aussi, vous avez le terme eau et vous avez claste. Et là, c'est un peu spécifique aux argiles. Je répète, là, l'hydroclastie intéresse essentiellement la grande famille des argiles dont je vous ai parlé tout à l'heure pour leur intérêt économique. Alors, les argiles ont tendance à absorber beaucoup d'eau lorsqu'ils sont à l'état de poudre. Mais lorsque ces argiles qui ont absorbé beaucoup d'eau sont soumises à une période de dessiccation, c'est-à-dire une période d'assèchement, ils commencent à se fracturer selon une géométrie polygonale et cette géométrie polygonale induit donc une fragmentation de ces argiles en petits morceaux. Donc, c'est l'action de l'eau qui a entraîné la fragmentation des argiles. Bien sûr, cette fragmentation peut disparaître si on reprend une période humide d'humectation des argiles, c'est-à-dire leur enrichissement en eau. Ces fragments vont disparaître et rebelote lorsque on va assister à un mouvement de dessèchement de ces roches-là. Donc, je vous dis, l'hydroclastie, ça concerne essentiellement la grande famille des argiles. Donc, c'est le mécanisme physique d'altération de ce type de roche. À ce processus physique d'hydroclastie, on peut rajouter un autre très particulier. C'est ce qu'on appelle de l'alloclastie. Alors, allo, c'est quoi? C'est de l'halite, c'est du sel. Et claste, c'est fragment. Alors, supposez que vous avez cette roche-là, dans laquelle vous avez des circulations d'eau qui sont très riches en concentration de sel. Cette eau, en s'évaporant, vont entraîner la cristallisation. Et voilà, la cristallisation du cube de sel dans cette roche-là. Et ces cubes, en cristallisant dans la masse de la roche, ils vont entraîner sa fragmentation et ça peut générer des débris. Et ça aussi, c'est un facteur d'altération physique des roches. Alors, je profite de ce passage pour inclure un autre cas qui n'a pas été cité jusqu'à maintenant. Alors, c'est la famille du gypse. Le gypse est également une roche sédimentaire. C'est également de la famille des évaporites, c'est-à-dire de la famille du sel, qui aura parfois tendance à cristalliser au sein de la roche. Et bien, en se formant à l'intérieur de la roche, il peut également provoquer une fragmentation de la roche qui est autour. Voilà donc les mécanismes physiques, les mécanismes, je dirais, mécaniques ou les processus physiques d'altération des roches. Vous voyez que le résultat final, c'est d'obtenir des débris à la fin. Nous avons des gros débris et on se retrouve avec des petits débris sur l'étape finale. Alors, en conclusion de ce processus numéro 1, qui est l'altération physique. Alors, en conclusion, nous avons un ensemble de phénomènes physiques dont le résultat essentiel, c'est la naissance de fragments de roches de plus en plus petits. Voilà le résultat de l'altération physique. Alors, ces fragments peuvent rester sur place. Dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, il va se former un sol. Mais s'il y a des agents d'érosion, des agents de transport, dans ce cas-là, le schéma change. Il ne se formera pas de sol, il va se former un transport des produits d'altération. Alors là, si on commence cette étape-là, on sort du processus d'altération pour nous intéresser au processus du transport.
Ce n'est pas encore le cas, c'est juste pour vous avertir comment le mécanisme a lieu dans la nature. Donc, soit vous transportez, et dans ce cas-là, c'est le cycle des roches qui commence, soit vous ne touchez à rien, vous altérez votre roche, vous laissez tout sur place, et dans ce cas-là, vous allez former un sol. Voilà donc une petite conclusion concernant l'altération physique. Alors, je termine pour cette séance numéro 3 avec cette planche-là, où vous avez des paysages complètement différents. C'est des paysages à la surface du globe, c'est des paysages qui indiquent des mécanismes d'altération physique différents, et voyez le résultat. Alors, le paysage que vous avez là est complètement différent du paysage que vous avez ici. Là, c'est essentiellement les actions du gel et du dégel. Là, c'est dans le milieu désertique. Là, c'est dans le milieu glaciaire. Là, c'est essentiellement les hautes altitudes, c'est-à-dire là aussi des changements de température sous l'action du gel et du dégel, ou bien c'est essentiellement d'autres facteurs d'altération qu'on verra dès la prochaine séance. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite donc de rester, enfin, je vous demande de rester chez vous en attendant, bien sûr, que les événements, la situation s'améliore. Alors, rendez-vous à la séance numéro 4, Inch'Allah.